Il conseille de grands noms du football français, Didier Deschamps, Franck Ribéry ou encore Samir Nasri lui ont confié leurs intérêts. À 57 ans, Jean-Pierre Bernès est un homme respecté. Il fait partie de ces agents qui comptent dans le milieu du football. Agent après une carrière de dirigeant, car Jean-Pierre Bernès est aussi connu pour son rôle dans l'affaire VAOM. Manager général du club en 1993, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour corruption active. Aujourd'hui, il a tourné la page, mais il ne pourra jamais vraiment oublier. Il s'est confié à Sébastien Tarago. Bonjour Jean-Pierre Bernès. Bonjour. Vous êtes né le 10 février 1957, vous avez donc 57 ans. Vous avez longtemps été célèbre pour votre rôle dans l'affaire OMVA en 1993, mais désormais vous êtes aussi connu comme le numéro 1 des agents français, un homme qui pèse dans le milieu du foot. Avez-vous l'impression, plus de 20 ans après le scandale de ce match acheté, d'avoir réussi à effacer cette tâche? Non, cette histoire, ça fait une histoire d'il y a 20 et quelques années maintenant, 21 ans. Donc c'est vrai que le temps quand même efface beaucoup les choses. Toute la vie, vous ne pouvez pas sans arrêt ressasser les mêmes problèmes. Mais vous avez l'impression que vous êtes parvenu à gagner ce combat qui était d'effacer l'affaire OMVA? Oui, mais je pense que j'y suis arrivé. Bon, bien sûr, tout le temps, parce que souvent les observateurs reparlent des fois d'une affaire. Mais bon, je veux dire, c'est pas... vous savez, les chiens aboient, la caravane passe. Vous ne pouvez pas vous arrêter toute votre vie, toute votre carrière. Vous savez, en 93, j'avais que 36 ans, j'étais jeune. Et 36 ans, vous pouvez pas vous arrêter de travailler, donc il faut retravailler. Et c'est vrai que je n'ai pas choisi la facilité, puisque je suis revenu dans la même activité, dans le même milieu du football. Donc je suis revenu, ce n'était pas facile, c'était un choix quand même compliqué, qui faisait pas l'unanimité autour de moi, autour de mon proche entourage. Mais c'est celui que j'ai voulu assumer, parce que c'est celui dans lequel c'est ma passion. Voilà, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Votre entourage à l'époque vous encourageait à rester dans l'ombre? Tout à fait. Non, changer de métier, parce que mon entourage avait beaucoup souffert à l'époque. Mes parents, mon épouse, mes enfants, on avait souffert à juste titre, attention. Hein, enfin, c'était pas, voilà, j'ai assumé, vous savez. Mais c'est vrai que il faut le passer, Et quand on le passe, on y laisse un peu, il y a certaines, voilà, on a toujours un petit peu des relents de cette affaire-là. Voilà, on a le droit à une erreur. C'est une erreur, c'est vrai, qui était assez sérieuse, je reconnais, je l'ai assumé. Mais je veux dire, voilà, je pense qu'on a le droit, en France d'avoir, même si en France c'est quand même plus compliqué, on a le droit d'avoir une deuxième chance dans la vie. Vous êtes fils de militaire et c'est ce papa qui vous a amené à tous les matchs de l'Olympique de Marseille lorsque vous étiez enfant. Vous rêviez alors de devenir journaliste sportif, visiblement. Et puis vous êtes lancé dans les études, vous êtes diplômé de l'Institut politique d'Aix-en-Provence. Mais votre truc, visiblement, c'était le foot. À la fin des années 70, l'OM est en D2. Vous arrivez à devenir bénévole. Vous arrivez à vous faire engager comme secrétaire administratif en 1981 à l'Olympique de Marseille. Et vous gagnez alors 4 500 francs par mois, une broutille par rapport à ce que vous pourriez espérer par ailleurs. Mais pourquoi l'OM? Pourquoi le foot? Pourquoi cette obsession? Parce que c'est effectivement mon père qui m'a fait découvrir le football. Je suis l'Olympique de Marseille depuis 1967. Donc tous les matchs de l'Olympique de Marseille, on allait voir avec mon père le dimanche, c'était récurrent, c'était la sortie du dimanche. Et je me suis passionné pour ce sport, passionné par le football, quoi. Et en 81, quand j'ai terminé mes études, effectivement, je voulais devenir journaliste sportif. Parce que je suis passionné par la presse. Je suis passionné par le monde de la presse et le monde de la communication. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un métier qui me passionne. Et j'adore l'écriture. Simplement, en 1981, j'ai eu la chance, effectivement, de me trouver sur le chemin de M. Claude Cuny, qui était le directeur général de l'époque, et Jean Carieux, le président. Et c'est vrai que le club était en perdition, et dans toute la région, il y avait le soir, il y avait des petits comités dans les bars, dans les entreprises, sur un comité de sauvegarde du football de haut niveau à Marseille. Et moi, j'ai effectué mon service militaire à Aix-en-Provence, à l'état-major.
Et tous les soirs, quand je terminais, j'allais assister à ces réunions. Et je me suis fait découvrir par M. Cuny, qui appréciait mes remarques, mes réflexions, mes questions. Et un jour, il m'a proposé le poste. Et quand j'ai dit à mon père, je vais rentrer à l'OM en 1981 à toutes ces études-là, mon père était quand même surpris parce qu'il m'a dit, tu as fait toutes ces études-là. Et je me souviens que mon premier contrat à l'Olympique de Marseille, c'était Maître Astier, un liquidateur, qui m'avait fait ce contrat et qui m'avait dit, voilà, on vous signe un contrat, mais sachez que du jour au lendemain, ce contrat peut être résilié parce que le club peut être en liquidation judiciaire. Et j'ai quand même pris ce risque. C'est vrai, c'était un risque fou. Si mes filles aujourd'hui prenaient un risque comme ça, je ne serais pas d'accord avec elles, quoi. Avec l'OM, dont vous étiez devenu le directeur général avant le scandale de 93, vous avez connu l'ivresse de tous les succès, vous avez tout gagné, vous étiez quelqu'un, comme on dit, un homme craint aussi, aux méthodes contestées parfois. Vous ne regrettez pas toute cette période, sur le plan personnel? C'est la vie, vous savez, c'est la vie. On peut tout... Je pense que dans la vie, tout le monde a des regrets. Alors bien sûr, à différents degrés. Vous dire je suis content d'avoir passé ces moments-là, ou je suis content que cette affaire ait éclaté, non, je ne suis pas non plus... je sais réfléchir. Je m'en serais volontiers passé. Simplement, ça fait partie de mon histoire. Et dans sa propre histoire, chacun a des hauts, des bas. Celui qui n'a jamais de bas, tant mieux pour lui. Celui qui a que des hauts, moi, j'y crois pas trop. Vous savez, dans la vie, je pense que tout le monde a des hauts et des bas. Dans l'équipe du 11 juillet 2007, vous avez déclaré « En 1993, je n'en pouvais plus, je n'avais plus de vie, plus d'amis, j'étais complètement déstructuré, je n'étais plus moi-même. » Oui. C'est l'usure. L'usure de Marseille, ça use. Et vous oubliez des fois certains fondamentaux, vous pétez les plombs. Ça peut arriver de péter les plombs, tout le monde. Vous savez, les gens qui disent « Non, moi, ça m'arriverait jamais, moi, c'est pas possible ». Moi, j'y crois pas trop à ces genres de choses-là. Ce qui est passionnant dans votre destin, finalement, c'est aussi votre rebond, du coup. C'est-à-dire que vous avez connu vraiment la dégringolade. Et étrangement, dès la fin du procès de l'affaire OMVA, qui était en 1995, vous déclariez déjà que vous vouliez revenir dans le foot. À l'époque, est-ce que ça faisait un peu rigoler? Peut-être, mais j'avais ça en moi. Et ce que je vous dis aujourd'hui en 2014, c'est ce que je pensais. J'ai toujours pensé ça. Le football, c'est ma vie, monsieur. Vous avez connu la prison, la dépression, vous avez divorcé. Comment êtes-vous parvenu à vous reconstruire? Ben déjà, la famille. La famille, on est très famille, mes parents, mon frère, ma sœur, tout ça. Bon, après, j'ai mon épouse avec qui je suis depuis 1992, donc avant l'affaire, qui a traversé aussi les moments de l'affaire. Et mes deux filles. Je crois que voilà, ça, c'est l'entourage proche. Et quelques amis. Vous savez, des amis, on n'en a pas beaucoup dans ces moments-là. Hein. C'est vrai que j'en ai plus maintenant. Ils sont revenus. Mais bon, ça vous permet de sélectionner, de faire un tri. C'est intéressant. Et après, j'ai fait un travail sur moi-même où je me suis mis beaucoup à la course à pied. J'ai fait beaucoup de sport. Beaucoup de sport. J'ai couru des marathons. J'ai fait quand même, pour un petit détail, j'ai fait quand même 3h18 au marathon de Monaco. Vous voyez, 3h18. J'ai fait des courses Marseille-Cassis. J'ai fait des courses de montagne. J'ai monté le col du Galibier, j'ai monté le col de Restefond, en courant. Hein. Donc encore le besoin de conquête? Voilà, j'avais besoin de... Voilà, le sport m'a fait énormément de bien. Le sport, course à pied m'a fait énormément de bien. Et voilà, et après, bien sûr, un travail avec un soutien psychologique, comme des fois on peut avoir, comme beaucoup de gens peuvent avoir. Même des gens de très haut niveau, vous savez. Et que des fois, des joueurs devraient avoir, même. Un travail avec un psychiatre, un psychologue? Oui, voilà, c'est intéressant. Vous savez, quand vous traversez des grosses épreuves et que vous avez besoin, des fois, peut-être, de comprendre le pourquoi du comment, vous avez besoin d'être aidé, soutenu, il n'y a pas de honte. Hein. Il n'y a pas de honte. C'était des grandes années, ça. L'après, ça a été des grandes années. Parce que, je vous dis, ça vous permet d'apprendre encore mieux la vie que ce que vous pensez la connaître. Vous avez une fille de 28 ans, une autre de 18 ans. Par rapport à votre histoire personnelle, comment avez-vous géré cela? Est-ce que c'était un sujet tabou? Est-ce qu'à l'inverse, vous êtes servi de vos erreurs qui sont publiques, pour les aider à avancer? Oui, surtout ma fille aînée, parce que ma seconde fille est née en 96, donc elle a connu l'après. Donc elle n'a pas trop... Ma fille aînée, c'est différent, parce qu'elle est née en 86, donc ma fille Caroline, donc elle a plus vécu l'affaire. Et c'est vrai que bon, c'est un sujet dont on ne parle plus aujourd'hui, vous voyez, c'est un sujet qui est complètement, on en parle, complètement évacué, quoi. Hein. Il n'y a qu'une personne sur qui il n'est pas évacué tout le temps, c'est moi, parce que j'y pense souvent, parce que c'est quelque chose qui me
j'essaye, je fais abstraction, des fois je fais le fort en disant, je fais abstraction. Non, c'est vrai, c'est un sujet souvent je pense à ça, parce que c'était une épreuve pour moi. Mais mes enfants, ma fille, notamment aînée qui a connu ces moments-là, on n'en parle pas, mais j'essaye de donner peut-être une éducation différente que celle que mes parents m'ont donnée. Vous voyez, mes parents m'ont donné une éducation très... Voilà, tout le monde est gentil, tous les gens que tu fréquentes sont tes amis, tu peux faire confiance à tout le monde. Non, vous voyez, la vie, c'est pas ça, malheureusement. C'est pas ça. Et c'est vrai que l'éducation que je donne à mes enfants, l'éducation, elle est différente que celle que j'ai eue de mes parents. Alors bien sûr, ils sont en fin de vie, ils ont 81 ans, même s'ils sont en forme encore. Même si j'en parle aujourd'hui devant vous, je ne voudrais pas qu'ils considèrent ça comme un reproche. Parce que ce sont des parents qui se sont sacrifiés pour leurs enfants. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, c'est quelque chose que je ressens chez moi. C'est une éducation qui ne m'a pas permis d'affronter ce que j'ai affronté après. Je n'étais pas préparé à ça. Vous dites que vous avez été très soutenu par l'entourage familial pendant les difficultés. Est-ce qu'au début, vous en avez voulu quand même? Non, jamais. Non, jamais, jamais. Mes parents, mon épouse, mes filles, tout ça, enfin mon frère, non, jamais. C'est pas. Vous pouvez pas. C'est pas non plus, je veux dire, c'est pas non plus, il n'y a pas eu un meurtre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même relativiser les problèmes. Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, dans tous les secteurs de la société, il y a des problèmes qui sont quand même beaucoup, beaucoup plus graves que celui dont on parle. Donc je veux dire, après, je veux dire, un enfant, on n'est pas obligé de tout lui dire, ok, on n'est pas obligé de tout lui pardonner, mais je veux dire, voilà, donc vous savez, les gens qui savent le pourquoi du comment comprennent, et voilà, mes parents ne m'ont jamais tenu rigueur de quoi que ce soit, bien au contraire, je suis très très proche de mes parents, et je leur en veux de les avoir fait souffrir à l'époque, parce qu'ils en ont souffert terriblement. Et donc c'est plus moi qui me formalise là-dessus, qui me culpabilise, plutôt qu'eux, pour lesquels ils auraient un Roland pour moi de... Non, non, pas du tout. Ça a été dur pour eux de s'appeler Bernès? Oui, ça a été sûrement dur, oui, ils ne sont jamais trop confiés à moi sur ça. Mais c'est vrai que bon, ils ont un peu souffert, Mais ça a été, voilà, c'était un passage aussi qu'ils ont été obligés de subir. Voilà, en 93, ils sont de 33, donc en 93, ils avaient 63 ans, donc ils étaient jeunes aussi. Mais je pense qu'ils ont été solides, on s'est regroupés, on a été costauds, et on a passé la vague, voilà, et aujourd'hui tout va bien. Votre propre épouse qui est professeur, je crois? De sport, oui. Ouais. Justement, dans un collège ou dans un lycée, là aussi, ça a dû être des Elle est moments... solide, hein, elle est très solide. Elle a été solide, elle a fait preuve d'une énorme expérience, une grosse maturité par rapport à ça. Mais elle a été excessivement solide, excessivement solide. Vous êtes devenu un personnage influent du football français. Quel est votre moteur? Est-ce qu'il y a une part de revanche derrière tout cela? En revanche, c'est pas par rapport aux gens, vous voyez. Moi, les gens, c'est pas... J'adore les gens. J'adore parler, j'adore échanger avec des entraîneurs, des joueurs, des journalistes, des gens du foot, j'adore ça. J'adore échanger. Donc ce n'est pas une revanche vis-à-vis de ces gens-là. C'est une revanche personnelle. Parce que si vous êtes sans arrêt dans la revanche, vous devenez aigri, non, vous la pétez un peu, vous prenez pour un... Non, non, je sais d'où je viens. Quand je vais chez mes parents, j'ai toujours la même chambre avec les 2 lits superposés avec mon frère. On a toujours la même maison, le même appartement, au 2e étage d'un petit immeuble. Je sais d'où je viens. Vous rêvez aujourd'hui de devenir à nouveau dirigeant de club. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez besoin pour boucler la boucle et pour, encore une fois, ne pas rester sur une image négative en tant que dirigeant? Peut-être. Hein. Peut-être que ça ne se fera jamais, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait un projet intéressant, il faut que quelqu'un soit intéressé. Voilà, il y a plein d'éléments. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup. C'est la recherche du plaisir, la recherche de, encore une fois, la respectabilité, ou un peu les deux? Non, c'est la recherche de démontrer que finalement, je n'étais pas un si mauvais dirigeant que ça. Vous voyez? Voilà. Parce que je sais que si je suis dirigeant, je sais que je réussirai. C'est prétentieux, mais c'est comme ça. Et pourtant, vous savez, j'ai passé l'âge d'être prétentieux. Hein. Mais si je vous dis ça, c'est parce que je sais que si je suis dans un club, je réussirai. Il fait nuit, vous dormez, vous rêvez à quoi? Vous êtes dirigeant d'un club,
Vous gagnez quoi? Un championnat de France? Une Ligue des Champions? La Ligue des Champions, c'est beau. Hein. Gagner une Ligue des Champions, croyez-moi, c'est beau. Vous savez, quand on a gagné en 93, le soir même, je l'ai pris, la Coupe d'Europe. Et j'ai dormi avec elle dans ma chambre. Et je me souviens que j'avais même mis ma fille, qui est née en 86, donc qui avait 7 ans. Ma fille est rentrée dans la Coupe d'Europe. Il n'y avait que la tête qui sortait. Et gagner cette Coupe d'Europe et l'avoir à côté, c'est un grand moment. Alors bien évidemment, c'est toujours, qu'est-ce qu'il dit, la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe. Mais bon, ça peut se gagner, une Coupe d'Europe, une Champions League, ça se gagne. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Sébastien Tarago nous a rejoint. Merci d'être avec nous, Sébastien. L'essentiel de cet entretien est consacré à cette affaire VAOM. A-t-il du mal, Jean-Pierre Bernès, à l'évoquer, à en parler longuement? Des difficultés à en parler, pas forcément, mais la preuve. Mais en revanche, il n'est pas forcément enthousiaste à l'idée d'évoquer cette affaire. Alors après, avant cet entretien, je lui avais dit que je voulais parler de sa vie, que je voulais parler de comment il avait traversé les épreuves de sa vie, ses origines également. Et donc, on ne pouvait pas passer à côté de, évidemment, cet événement majeur dans sa carrière. Et donc, il a accepté de le faire, mais bien sûr que c'est quelque chose qui peut l'inquiéter un petit peu parce qu'il ne veut pas être rattaché de manière permanente à cette affaire, ce qu'on peut comprendre, parce que ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il a commis cette erreur. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un homme respecté et c'est encore plus intéressant d'évoquer la manière dont il a traversé cette épreuve, alors qu'il est considéré comme l'un des personnages les plus influents du football français. Il évoque justement un futur de dirigeant. Où pourrait-il aller aujourd'hui? C'est compliqué parce que déjà il y a peu de place, quel que soit son parcours de vie, il y a très peu de place pour un dirigeant, surtout qu'on n'imagine pas Jean-Pierre Bernès à Sedan. Donc évidemment il a des ambitions un peu plus importantes, il évoque même de remporter une nouvelle Ligue des Champions. Donc c'est pas facile, il le sait, mais c'est très important pour lui parce que je pense qu'il a vraiment un compte à régler avec lui-même par rapport à cela, il ne s'en cache pas. En tout cas, pour l'instant, Jean-Pierre Bernès est encore un agent influent, puissant. Est-ce qu'il a du mal à évoquer ses clients? Non, pas du tout. Il a toujours été transparent par rapport à cela. On connaît ses clients qui sont très réputés, très connus. Et puis il a été confronté parfois à certaines polémiques, notamment quand il était agent du sélectionneur Laurent Blanc, par exemple, et qu'il était également l'agent de certains joueurs, et que d'autres joueurs n'étaient pas forcément contents de cette situation et envisageaient certains arrangements. Mais tout ça, il a toujours accepté de l'évoquer, et bien sûr de réfuter tout ce qui pouvait lui être prêté, mais sans aucun problème par rapport à cela. Et il a traversé ces tempêtes, il a l'habitude maintenant. Il a réussi à traverser ces tempêtes avec pas mal de tranquillité. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous. Merci à vous.